Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez. Le même plaisir d'être avec vous pour vous présenter tête à tête avec Jean-Emmanuel. Et aujourd'hui, nous allons parler de corruption. Et la corruption a été faite chère. Un autre bel article de notre ami le docteur Thomas Lalim qui a retenu l'attention cette semaine. Et la corruption s'est faite chère parce qu'on est passé du virtuel au concret, avec les rumeurs qui circulaient partout sur les réseaux sociaux, les noms de conseillers présidentiels du CTP, qui auraient réclamé 100 millions de gourdes au président de la BNC pour qu'il garde son poste. Ça a fait les choux gras des médias sociaux. Et cet article tombe à point nommé parce que pendant longtemps, on a parlé de corruption, de corrompu. C'est devenu des mots qui sont galvaudés. Quoiqu'en fait, la population, en les utilisant, sait très bien de quoi elle parle. C'est une façon de présenter certains clans, certains politiciens, certaines personnes, etc., et même de la petite vie comme étant des gens qui vivent de moyens illégaux, qui ont profité de situations. Et c'est pour ça, aujourd'hui, après avoir lu l'article, j'ai demandé au docteur Thomas, à Thomas, de nous expliquer ce que c'est. Parce Hmm. que la corruption est un mécanisme complexe. D'abord, docteur Lalim, Thomas, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à vos téléspectateurs, auditeurs. Là, c'est tout le monde en même temps. Là. Je ne vais pas Absolument. illustrer l'ensemble, mais c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Oui, absolument. Et Thomas, on va le faire comme on échange généralement, euh, de manière à bâton rompu et de Mhm, manière très pédagogique. Parce que je mhm. crois qu'il faut aborder la question de la corruption avec une certaine pédagogie. Euh, D'abord, l'acte de corruption en tant que tel. Thomas Lalim, c'est un mécanisme complexe. Ah, c'est complexe, mais je dirais avant tout que euh, d'abord, j'ai travaillé à l'ULCC. Je fais partie de l'équipe qui planifiait, de l'équipe de la conception de l'unité de lutte contre la corruption en Haïti, avec Amos Diosier. À l'époque, ce qu'on faisait, on avait un plan, une stratégie nationale de lutte contre la corruption et on avait un plan d'action. Et dans ce plan-là, il y avait un point important, c'était de faire de la sensibilisation, d'abord dans la fonction publique en Haïti et ensuite auprès du grand public pour essayer de sensibiliser les gens sur c'est quoi la corruption d'abord. La première chose qu'on s'était rendu compte, c'était que même les fonctionnaires, certains d'entre eux, ou même la majorité, ne savaient pas, et je parle même des grands fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, parce qu'en fait, on se disait qu'il fallait, comme on dit que le poisson pourrit par la tête, s'il faut guérir le poisson, il faut commencer par la tête aussi. Mm. Donc, on envisageait ces gens, on visait ces gens-là et on s'était rendu compte qu'il y avait il y avait beaucoup de malentendus, parce que les gens avaient beaucoup de confusion sur c'était quoi la corruption. Alors, c'est pourquoi j'ai mis une bonne partie de l'article à expliquer c'est quoi la corruption. Peut-être qu'on n'aura pas le temps d'entrer en détail dans tous les cas, mais prenons juste les deux parties de la définition. La définition que je retiens, c'est la définition de la Convention interaméricaine contre la corruption. Très bien. Et cette convention-là a été ratifiée par le Parlement haïtien Mm. le 19 décembre 2000. Et cela veut dire aussi qu'une fois que la convention a été ratifiée, la convention fait partie intégrante de nos lois de lutte contre la corruption en Haïti. Et plus important encore, c'est que quand on ratifie une convention internationale,
dans la hiérarchie des normes, ça devient tout de suite après la Constitution. Donc, en termes d'importance, c'est la Constitution, ensuite les conventions. Très bien. Regardons juste le premier alinéa. La Convention nous dit que un acte de corruption est, premièrement, la demande ou l'acceptation directement ou indirectement par un fonctionnaire ou par toute personne exerçant une fonction publique. On va commenter un petit peu après. Mhm. De tout objet d'une valeur pécuniaire ou tout autre bénéfice comme des dons, des faveurs, des promesses et des avantages pour soi-même ou pour toute autre personne physique ou morale en échange de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte quelconque dans l'exercice de sa fonction. Mhm. En fait, il y a quasiment 5 autres points comme ça. Mais regardons juste le premier point. Probablement, on n'aura pas le temps de regarder tous les points. Mais juste le premier point. D'abord, on dit la demande ou l'acceptation. Juste la demande. Ça veut dire si un cas où il s'avérerait que l'un des conseillers aurait demandé de l'argent, uniquement ça, même si l'argent n'a pas été octroyé, il s'agit de la corruption. La En fait, démarche en soi est punitive. la démarche soit, c'est juste si je suis fonctionnaire public et je demande à Pierre-Emmanuel, donne-moi, et peu importe le montant, 100 gouttes, je vais te faire telle chose qui relève de ma fonction de fonctionnaire, même si tu dis non, je ne dois pas te donner cet argent-là, le fait par moi de te demander cet argent-là, je commets déjà un acte de corruption et l'ULCC est déjà en mesure, ou la justice en Haïti est déjà en mesure de me punir, même si tu ne me donnes pas l'argent. Donc, il y a l'intention aussi est punie. L'intention, c'est comme du point de vue éthique, je ne dois pas te demander de l'argent pour quelque chose qui relève de ma fonction, pour quelque chose pour laquelle je suis payé par l'État haïtien et l'État haïtien me paie à partir de la contribution des contribuables, des Et citoyens. cet élément que tu viens d'avancer, Thomas, est fondamental dans le débat qui se fait actuellement, dans le débat qui nous intéresse, sur la démarche présumée de trois conseillers présidentiels auprès du président de la Banque nationale, parce qu'en fait, on ne va pas trouver de traces de paiement d'argent qui a été donné, d'après ce qu'on On a. n'en a pas besoin. Donc, on n'a pas besoin pour que le travail, pour que la justice fasse son travail. On n'en a pas besoin. Si il s'est avéré que un ou plusieurs conseillers auraient demandé de l'argent, juste la demande constitue un acte de corruption, d'après la définition. Très bien. Deuxièmement, même si ce n'était pas l'un des conseillers, tu as vu dans la définition, on dit directement ou indirectement. Indirectement, ça peut être, par exemple, je demande à mon chauffeur ou à mon ami de solliciter pour moi une faveur. Et on voit, par exemple, on dit par un fonctionnaire public ou par toute personne exerçant une fonction publique. Le conseiller, bon, ça, on ne va pas rentrer dans ce Dans le détail. détail-là, mais peut-être que le conseiller présidentiel n'est pas un fonctionnaire parce que il ne fait pas partie intégrante de la fonction publique, probablement comme un fonctionnaire qui aurait réussi un concours, Mhm. qui a un poste permanent, tout et tout, mais il exerce une fonction publique, Oui. la fonction qu'il est en train d'exercer. Donc, il tombe automatiquement sous le coup de la Convention interaméricaine de lutte contre la corruption. Regarde, on dit de tout objet d'une valeur pécuniaire ou de tout autre bénéfice comme des dons. Un conseiller ou en fait, un agent public ou un fonctionnaire public n'est pas autorisé à recevoir aucun don, aucune faveur, aucune promesse. Tu as vu? Par exemple, si par exemple le président du conseil d'administration de la BNC Mhm. a fait une promesse à un conseiller, par exemple, il s'agit de la corruption. Tu n'as même pas le droit de faire des promesses, en fait. Genre, euh, faciliter ma réélection, Et je je vais. n'oublierai pas.
Non, oui, et ou je vais te donner, ou je OK. vais te faciliter telle chose. Tu n'as pas ce droit-là. La- Ce que les gens doivent comprendre, c'est la fonction publique doit être neutre. Le service public doit être neutre. Ça veut dire que je ne peux pas promettre à un conseiller présidentiel parce qu'il est conseiller présidentiel. En principe, tout citoyen devrait avoir accès au même titre au service public en question. Ouais, j'ai fait ma littérature, évidemment, concernant toute cette histoire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent, beaucoup d'informations. Il y a à prendre et à laisser, évidemment. Nous faisons notre travail avec précision pour le public. Et j'ai vu qu'à un certain moment, il y aurait eu un échange entre un conseiller présidentiel, je ne nommerai pas le docteur Gilles, Mhm. et le président de la Banque nationale de crédit, où il était question de juste réactiver un compte qui était dormant, comme si c'était juste quelque chose de léger, hein, ou bien il y a quelqu'un d'autre qui a évoqué la question d'une carte de crédit. Toutes ces demandes, toutes ces démarches, en fait, entre dans cette dynamique puisque normalement, il y a des voies légales pour le faire, il y a des voies régulières pour le faire. En demandant la faveur du président de la Banque nationale de crédit, c'est lui demander d'intervenir dans un domaine qui est, c'est une faveur que tu demandes. C'est une faveur. En principe, alors là, il faut regarder peut-être le contexte en Haïti. C'est comme, par exemple, tu vas même à une banque privée et puis la ligne. Je ne sais pas si tu avais vu les derniers mois, j'espère que c'est en train d'être Horrible, exclu, mais les horrible. lignes. Les gens qui passent des heures sous un soleil de plomb Donc, pour aller chercher leur argent. imaginez, c'est le temps que tu travaillais à Radio Haïti Inter, par exemple. Mm, Donc, mm. tu n'as pas le temps de faire une transaction pendant la semaine de travail et Ouais. même pendant le week-end, parce que travailler comme responsable d'une salle de nouvelles, c'est Tu n'as pas de travail à plein libre. temps. Donc, tu vois, tu dois trouver quelqu'un pour pratiquement solliciter une faveur quelque Mm. part. Et ça arrive à tout le monde en Haïti. Donc, le contexte en soi, parfois, et même tu veux renouveler ton permis de conduire en Haïti, par Mm, exemple, ou mm, mm. ici, tu reçois le permis chez toi. Mais la même ligne qu'on constate dans les banques, c'est à peu près ce que tu devrais faire à l'OAVCT pour renouveler ton assurance ou même au service Au de la service de la circulation. circulation Mm. pour renouveler ton permis de conduire. Donc, c'est comme les services sont tellement inaccessibles, on te met dans une situation où tu fais de la corruption sans même le savoir, en fait. Mhm. C'est comme tu sollicites une faveur d'un responsable quelconque. Et en tant que et ça, c'est la deuxième partie. Comme je te dis, il y a tellement d'alinéas, on n'aura pas le temps de tous les voir. Mais avant de revenir sur cette partie, mais regardons juste la fin. On dit des faveurs, des promesses et des avantages pour soi-même ou pour toute autre personne physique ou morale en échange de l'accomplissement. Tu peux te solliciter la faveur pour toi, mais même si tu sollicites ça pour quelqu'un d'autre, tu fais encore un acte de corruption. Et c'est intéressant. Et c'est ce que les gens font à cours de journée. En plus, on dit, en échange de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte quelconque dans l'exercice de ses fonctions. Ça veut dire, on peut te demander, ou en créole, on dit, qu'est-ce fait couvrir ça? C'est comme tu as vu ou tu connais l'information, mais tu fais comme si tu n'as pas vu ou tu prends pas de décision. C'est comme le policier qui laisse passer une voiture. Il est en train de faire l'inspection, mais il fait un gel sous ça. C'est Mhm. encore de la corruption. Donc, c'est juste pour te montrer à quel point que, à longueur de journée, on est en train de faire de la corruption, de pratiquer la corruption en Haïti. Et c'est pour ça que je dis, le titre, c'est La corruption a été faite chère. C'est parce que c'est partout en Haïti, on fait de la corruption et même les gens qui le font, ils le font comme si on est
ils sont plus Ils conscients font qu'ils sont partie de la chaîne de manière inconsciente, si tu veux. de façon inconsciente. Je vais te donner le point 2 Mhm. par exemple. On dit l'offre ou l'octroi. L'offre ou l'octroi. Par exemple, tu offres la question de carte de crédit, par exemple. Bon, évidemment, par la suite, j'ai entendu l'avocat du président du conseil d'administration de la BNC qui disent qu'ils sont éligibles, mais s'ils sont éligibles, que les conseillers fassent eux-mêmes la demande. Quand Mhm. on dit l'offre ou l'octroi, ça peut être sujet à une forme de promesse ou offrir un avantage quelconque. D'ailleurs, dans les échanges, on a vu dans un premier temps, on dit 10 000, après on dit ça peut aller jusqu'à 20 000. Mhm. Maintenant, sur quelle base, on sait pas forcément. Est-ce que les conseillers, ici, quand on fait une demande de carte de crédit ou une demande de crédit tout court, ce qu'on regarde, c'est la cote de crédit de la personne. Est-ce que la personne a une bonne cote de crédit ou pas? Et dans les échanges que j'ai vus, apparemment non, parce qu'il semble qu'il y a eu saisine d'un bien quelconque qui a été acheté par le conseiller. Donc, si Mhm. la banque avait décidé de prendre possession de ces biens-là, voiture ou maison, c'est qu'il y a eu défaut de paiement. Donc, s'il y a eu défaut de paiement, on n'a pas une bonne cote de crédit ou une bonne historique de crédit. On n'est pas censé être éligible pour une carte de crédit ou un crédit quelconque, même si on est conseiller présidentiel. C'est pas le titre qui te donne droit Mhm. Mhm. forcément à la carte de crédit ou à un montant de crédit, c'est plutôt ton historique de crédit. C'est ton patrimoine personnel. De ton patrimoine personnel. Donc, on dit l'offre ou l'octroi, toujours directement ou indirectement, à un fonctionnaire ou à toute autre personne qui exerce une fonction, de tout objet d'une valeur pécuniaire quelconque ou de tout autre bénéfice, la même chose, mais cette fois-ci, c'est offre ou octroi au lieu de demande. Ça veut dire aussi si un conseiller présidentiel offre à Emmanuel Pierre de le maintenir en poste en échange de quoi que ce soit, c'est un acte de corruption. Bon, maintenant, dans ce contexte-là, tu as évoqué l'avocat du président de la Banque nationale de crédit, qui, effectivement, je l'ai entendu dans plusieurs entrevues, apporter des détails. euh, il n'a pas de preuves, d'après ce que j'ai compris de preuves concrètes, parce qu'il capitalise beaucoup sur le fait que ce serait à la partie accusée de faire valoir la preuve. On ne va pas entrer dans ce domaine-là. Mais est-ce que cette intervention de l'avocat en public marque un tournant majeur? Parce que j'ai l'impression que pour toi, dans cet acte de corruption, la corruption qui se fait chère, qui s'est fait chère, il y a le fait qu'il ait nommément indexé les conseillers qui auraient sollicité cet argent. Maintenant, il parle de preuves, mais on pourrait se poser la question, preuve de quoi en fait? Mm, Parce que là, la première preuve dont on a besoin, c'est uniquement de savoir est-ce qu'il y a eu demande ou pas. OK. On n'a pas besoin de savoir de quel montant. L'idée, c'est est-ce qu'il y a eu demande ou pas. Ce qui est confirmé apparemment par les deux parties, c'est qu'il y a eu des rencontres. Les 5 rencontres-là, c'était à quel objectif? Il Mhm. semble que c'est pour solliciter ou pour octroyer. Dans les deux cas, il s'agit de la corruption. Donc, Et c'est là qu'intervient, c'est là où l'ULCC intervient pour essayer de clarifier cette histoire. mais c'est sûr parce que Quel devrait être le rôle de l'ULCC là? L'idée, le rôle de l'ULCC est très clair. L'ULCC a tout le corpus réglementaire lui Mhm. permettant de trancher, Mhm. de dire que... je me rappelle même quand j'étais à l'ULCC, le service juridique disait que son rôle, c'était de identifier et de qualifier un acte posé par un fonctionnaire. Par exemple, d'abord, bon, pour qualifier, il faut peut-être
à arriver à un certain moment où on peut faire la preuve que l'individu ou le fonctionnaire public ou l'agent public a commis tel acte. Cet acte est qualifié de corruption en vertu de la Convention interaméricaine de lutte contre la corruption ou en vertu des lois haïtiennes. Il y a des lois haïtiennes aussi que j'ai mentionnées dans l'article qui d'abord confirment les dispositions des conventions internationales, mais aussi dans le code pénal haïtien qui confirme les dispositions de lutte contre la corruption et qui même prévoit certaines peines. Donc, l'ULCC, son rôle, c'est d'identifier, de dire voici tel acte qui a été commis. Cet acte-là, en vertu des lois en vigueur en Haïti, est un acte de corruption selon tel ou tel article. Et en plus, telle peine est prévue selon les lois en vigueur pour cet acte de corruption. Je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure, et surtout la manière de présenter la question de la corruption dans ton article. C'est quelque chose de très complexe, Thomas. J'avais lu ou entendu un économiste haïtien. Je ne veux pas parler de Jacques Lumart, mais je crois qu'il avait participé à une conférence sur la corruption où il disait que il parlait de toute la complexité, un peu ce que tu as fait concernant la corruption, et il disait qu'en Haïti, il n'y a pas de corruption. Et là, moi, j'étais interloqué. Je dis, comment ça? Et il dit, il n'y a pas de corruption. Parce que la corruption est un phénomène tellement complexe en termes de stratagème, en termes de mise en place. Mais j'ai l'impression qu'il parlait, parce que tu as présenté la corruption comme étant même quelque chose d'inconscient, tu vois, des actes qui sont commis au jour le jour. Mais il dit, et là, il parlait des dirigeants. Et tu as évoqué aussi la question de l'impunité. Et il disait que les gens ne prennent même plus le temps de mettre en place une stratégie, de mettre en place des stratagèmes. Donc finalement, on n'a pas des corrompus, on a des voleurs. Mais en fait, l'acte de corruption, dans certains cas, c'est du vol aussi. En fait, c'est toujours du vol. Ce qui arrive, c'est que quand il y a des stratagèmes, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis c'est complexe. Dans certains cas, ça peut être complexe. Parce que les gens essaient de passer à travers les lois et de dissimuler. Mais là, ce qui arrive en Haïti, c'est qu'on n'est même pas en train de dissimuler, on le fait ouvertement. On le fait ouvertement dans plusieurs cas. Et ceci, c'est pas... On le fait des hauts responsables, des dignitaires, entre guillemets, jusqu'aux simples employés. Par exemple, tu as vu les gens pour renouveler leur passeport qui étaient obligés de payer pour renouveler leur passeport. Ah non, cet épisode était terrible. Mais la Les prix des personne qui passeports revenaient à plus de 1000% quasiment. Non, eh bien, tu vois, la personne qui accepte, le fonctionnaire qui reçoit cet argent-là pour renouveler le passeport, c'est un acte de corruption. Mais la personne qui est obligée, évidemment, toujours contre son gré, de donner cet argent, c'est un corrupteur aussi. Parce qu'en principe, tu ne devrais pas donner de l'argent aux fonctionnaires. Ben, évidemment, on est comme obligé de le faire parce que sinon, tu n'auras pas de passeport. Mais si on est en train de, par exemple, quel est le rôle de l'ULCC dans ce genre de transaction? Si l'argent ou une promesse d'argent ou une promesse quelconque de don ou d'avantage a été faite, à ce moment-là, il va y avoir à la fois corrupteur et corrompu. Donc on est arrivé au point là, Thomas, de parler d'une culture de corruption quasiment. Une culture de corruption. Donc, Haïti. et ce que tu as dit tantôt, si quelqu'un dit ça, c'est très pervers en ce sens qu'il y a tellement de corruption, on va se dire qu'il n'y a pas de corruption. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a tellement de corruption, les gens ne prennent même plus le temps d'identifier un acte de corruption qu'ils sont en train de poser. Au point où, quand l'ULCC va vouloir faire son travail, on va même, dans certains cas, penser qu'il s'agit ou bien d'une forme de persécution politique ou une forme de représailles parce que
on va te dire que tout le monde fait ça, en fait. Mhm. Mais tout le monde le fait. On sait que c'est de la corruption. Et il y a une partie dans le texte où j'ai essayé même d'envisager les conséquences. Imaginons un instant que Mhm. le président de la BNC aurait fourni les 100 millions de gouttes. Donc, j'ai pris les différentes options possibles. Un, c'est probablement de l'argent des déposants. Donc, dans ce cas, on ne sait pas combien d'autres millions de gouttes il aurait déjà donné ou il va continuer à donner. Donc, ça, c'est l'épargne des gens qu'on est en train de dilapider. Ce qui mettrait à risque la banque. Et on sait que le système bancaire est tellement fragile. Si une banque, pas n'importe quelle banque, la BNC est Mhm. troisième en termes d'importance en Haïti. Je Donc, crois que si c'est la la, je BNC crois que c'est la première aussi la première banque qui avait été créée, je crois. Oui, oui, parce que d'abord, ça faisait partie de la Banque nationale de la BNRH. Après, on a décanté entre BNRH et BRH OK. parce que Qui est ça devenue cumulait la Banque les deux centrale. fonctions de régulation et de service à la clientèle. Donc, pour des raisons évidentes de conflit d'intérêts, donc on a dit qu'on va détacher une, la BNC qui va offrir les services à la clientèle aux citoyens et un autre embranchement, la Banque centrale qui va faire office de supervision du secteur bancaire. Mhm. Donc, mais ce que j'étais en train de dire, c'est que si, disons que, analysons les options, si le président déciderait de donner les 100 millions de gouttes. Donc, première possibilité, c'est de prendre de l'épargne des clients, ce qui mettrait en à risque la BNC, Mhm. donc le système bancaire. Deuxième option, c'est de se dire, OK, il prend cet argent-là dans le profit de la banque. Donc, à ce moment-là, c'est un argent qui aurait allé dans les trésors publics et servir à donner des services aux citoyens. Mhm. On sait qu'on en a tant besoin. Les hôpitaux, les écoles publiques, tout ça. Donc, quelque part, c'est un argent euh, qui aurait pu servir à fournir des services aux citoyens et qui est allé ailleurs, dans les poches des conseillers présidentiels. Ou, troisième lieu, c'est qu'il prendrait ça de sa poche lui-même. Mhm. Auquel cas, il ferait comme s'il avait acheté le poste et Mhm. s'il achète le poste pour 100 millions ou plus, à ce moment-là, il faudrait avoir bien plus que ça pour pouvoir rentabiliser cet investissement-là et tout ce qu'il ferait, c'est pratiquement de vendre tout ce qui lui passe sur la main, les actifs de la banque, les cartes de crédit, tous les avantages, au lieu de fournir un service public, il vendrait tout ça et ce qui serait complètement contraire à l'éthique de la fonction publique ou même à la mission de la fonction publique en tant que telle. Donc, dans tous les cas, quant aux pratiques de la corruption, en fait, c'est toujours nocif pour la collectivité et si on regarde ça globalement, pour le développement du pays dans son ensemble. Maintenant, peut-être dernier point, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps qu'on pourrait regarder, Emmanuel, Mhm. c'est les lois en Haïti et les conséquences qui sont prévues pour ça. Juste rapidement, je vais te donner une idée. Il est dit que dans les lois en Haïti, quelqu'un qui serait reconnu coupable d'actes de corruption. Par Mhm. exemple, l'article 137 du Code pénal haïtien. Évidemment, le code est en train d'être révisé, mais Mhm. j'imagine qu'on va garder cet article-là. On dit que tout fonctionnaire public de l'ordre administratif, judiciaire ou militaire, tout agent ou préposé d'une administration publique qui aura agréé des offres ou promesses pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste mais non sujet à salaire sera puni de dégradation civique et condamné à une amende double de la valeur de la promesse agréée des choses reçues sans que la dite amende puisse être inférieure
à 50 piastres. Évidemment, il y a tout un débat. 50 piastres, quand le code était rédigé, c'était beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, ça Mais, ne veut rien mais dire. là, j'interpelle l'ancien membre de l'ULCC chez toi. Il y a une mise à jour, et ça, C'est c'est. clair. Enfin, il y a une mise à jour qui C'est doit pas être. seulement cette loi, il y a une mise à jour de l'ensemble des lois en Haïti parce que les mises à jour ne sont pas faites, Mise à jour ça fait nécessaire. longtemps. Mais, Mais surtout pour les lois relatives à la corruption, notamment concernant les amendes et les peines, parce que les peines sont devenues non dissuasives. Surtout une amende de 50 piastres, là, aujourd'hui, c'est comme tu dirais non, on ferait. vaut mieux y aller 3, 4, 5 fois. À ce moment-là, on donnera une amende de 300 gouttes. C'est Hein? sûr. Donc, on dit la présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée qui part des offres ou promesses agréées de dons ou présents reçus, présents dans le sens de cadeau, ce sera abstenu de faire acte qui entre dans l'ordre de ses devoirs. Donc, une peine de dégradation civique, ça veut dire automatiquement que le conseiller ne serait plus conseiller et Bon. ne pourrait plus occuper aucun poste dans l'administration publique, ne pourrait pas être candidat et ne pourrait même pas voter dans Mais des... au-delà de tout ça, d'après toi, Thomas, quel pourrait être la suite des choses? Tu as présenté la sortie de l'avocat comme étant un tournant majeur. Quelle pourrait être la suite des choses? Mais la suite des choses, alors d'abord, il Hmm. faut être très clair là-dessus. Moi, personnellement, je ne suis pas en train de dire que ce que le président du conseil a fait comme déclaration, c'est la Vérité. vérité. Hmm. Donc, ça, moi, je ne suis pas en mesure de dire est-ce que ce qu'il dit est vrai, est-ce que ce que les conseillers disent est plutôt vrai. Donc, là, c'est le rôle de l'ULCC d'abord de faire l'enquête. Et là encore, l'ULCC n'est pas une entité, n'est pas une juridiction de jugement en tant que tel. Donc, l'ULCC fait les enquêtes, l'ULCC qualifie les, les, Et les c'est actes. le parquet d'engager les démarches. C'est le parquet d'engager les Absolument, démarches. le Donc, commissaire du gouvernement. l'ULCC, c'est une première étape. En plus, c'est la justice qui décidera. Oui, les enquêtes de l'ULCC sont fondées. Oui, ces gens-là ont commis un acte de corruption. Donc, en aucun cas, nous, on ne peut pas se Le dire que parquet va engager et l'étape décisive, ça sera le commissaire du gouvernement, le juge d'instruction qui va instruire l'affaire et donner les suites à tout mais ça. maintenant, à chacune de ces étapes-là, c'est des conflits potentiels. Imaginons que, par exemple, Hmm. il y aurait ce que l'ULCC a dit, le juge d'instruction dit le contraire. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Mais ça, c'est des problèmes internes au niveau à gérer en Haïti. Bon, Nous, ce qu'on bon, sait, c'est que c'est des choses qui arrivent dans tous les pays. dans tous les pays, On fait ça parce que je n'aime pas quand on cantonne Haïti comme un cas c'est clair. spécial, C'est etc. clair. Parce que la police peut n'avoir pas assez fait son travail, comme l'ULCC peut n'avoir pas été jusqu'au bout pour répondre à des questions. Mais dans ces cas-là, on ne renvoie pas nécessairement, comme dans d'autres cas, on peut renvoyer l'affaire. Et là, notre premier échange, c'était d'un point de vue pédagogique, et on va rester sur la pédagogie. Les gens ont compris que dans le quotidien, il y a une culture de corruption qui est en marche au pays. Et tu as bien fait de le dire, le poisson pourri par la tête, c'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté de ne pas changer l'État, que le citoyen n'ait pas les services nécessaires, parce que tout le monde en bénéficie. Oui, et l'idée aussi, c'est que oui, mais imaginez juste pour maintenir quelqu'un en poste, on réclamerait 100 700 millions, millions de 100 millions. 100 millions de gouttes. Il y a 100 millions de 100 gouttes. millions de gouttes représentent combien là? C'est un peu plus que 700 000 dollars américains, à raison de 132 gouttes pour un dollar américain. 100 millions de gouttes représenteraient Environ, oui, 100 je peux 000, vous donner. 130
Ouais, 140 dollars américains. je vais te donner le montant Oui. exact pour ne pas spéculer, justement. 100 millions de gouttes divisé par 100, si je fais ça Ça par devrait donner 132, autour de 130, 135 000. 757 575 dollars américains. 700 000 dollars américains. 757 000. Si tu me donnes les 57 000, je serai content. Bon, ça veut dire que 757 000, disons 758 000 dollars est-ce américains. que vous imaginez un peu, mesdames et messieurs, ce que ça représente comme manque à gagner si le directeur de la BNC avait accepté la démarche? Remarquez que on ne veut accuser personne, c'est pas l'idée. Euh, mais en même temps, c'est une pratique qui se fait et on me dit qu'il y a des choses qu'on serait en train de cacher également. Mais ce que j'étais en train de te dire aussi, c'est que pour les gens qui peuvent faire autant d'argent sans effort, ils n'ont pas intérêt à combattre la corruption. Or, ce devrait être ces gens-là qui devraient combattre la corruption, justement. Absolument. Yeah. Ce devrait être le rôle de l'État. On va revenir. Promets aux gens de revenir, Thomas. Ouais, déjà c'est juste deux aspects qu'on a vus. OK, Il y a plein d'autres aspects. OK. Et parce que ce qu'on va retenir, c'est cette culture de corruption. Et si on veut combattre la corruption, si on veut travailler pour le développement, il faut y aller donc de mesures très concrètes. Merci beaucoup, docteur Lalim. À moi de te remercier. La discussion va continuer. Absolument. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Merci de votre fidélité. Et l'invité aujourd'hui, c'était le docteur Thomas.